Alors, on va commencer notre session, cadenas session sur la durabilité. C'est beaucoup de grandes discussions. Nous avons notre stratégie sur une agriculture durable. Moi, je vais être l'animateur. Ce faisant, je suis le coprésident du comité d'études sur la stratégie pour une agriculture durable et il me fait donc grandement plaisir d'être ici. Nous avons parlé de plusieurs facettes de la durabilité parce qu'en bout de compte, quand nous parlons de stratégie durable, il serait important de dire que cela met l'accent uniquement sur l'agriculture durable, mais cela serait limité parce que au panel avant celui-ci, nous avons parlé d'une plateforme réellement durable en respectant la durabilité environnementale, en tenant compte du profit, de la pérennité sociale, entre autres. Cette stratégie a pour but de nous guider et voir comment est-ce que nous pouvons appuyer les exploitants pour qu'ils puissent arriver à leur objectif. Cette consultation a été lancée à la fin de décembre 2022 et cela prendra fin au mois de mars. Je vous engage tous à nous présenter vos soumissions et il y aura cette consultation de par le pays. Il est important que votre voix se fasse entendre. L'intention, en bout de compte, c'est que c'est une stratégie pour les agriculteurs afin de répondre aux besoins des agriculteurs. Je crois qu'il est important que nos voix dans le domaine de l'agriculture donc se fassent entendre fortement. Alors, je vais donner la parole à Sophie Bizieux, qui est directrice générale d'ASC, qui est aussi ma coprésidente, et elle va nous donner un survol de la stratégie pour une agriculture durable. Elle va être suivie de Dr. Joyce Boyd qui va nous parler du travail analytique et du travail qui est fait aussi pour continuer cette discussion. Suite à leur présentation, il y aura Sarah Adelaide qui est coordinatrice projet sur le changement climatique en agriculture d'Agriclimat. Et elle va nous parler de différentes empreintes carbone dans les modèles d'exploitation agricole au Québec. Ici, vous allez voir que le fil conducteur va être les données. Les données, c'est important pour informer sur là où nous nous situons, qu'est-ce que nous visons à l'avenir et avoir des cheminements clairs pour arriver à nos visées. Sans trop terminer, je vais inviter Sophie à prendre la parole au microphone. Encore une fois, je vous remercie de votre présence ici. Merci beaucoup, Scott. Alors, il me fait grandement plaisir d'être ici. C'est un groupe essentiel auquel il me fait plaisir de parler de la stratégie pour l'agriculture durable. Beaucoup d'entre vous avaient déjà été consultés par nous. Vous avez participé à nos ateliers. Certains d'entre vous êtes même membres du groupe consultatif. Ce que nous voulons accomplir ici, les facettes que nous voulons réunir et fait partie des défis, des opportunités. Je vais passer d'une langue à l'autre, du français à l'anglais. Je vous informe donc de cela. Alors, nous passons à la prochaine diapositive. Un aperçu du processus qu'on compte suivre. Donc, on est en ce moment en plein milieu de nos consultations. On le fait, c'est d'envergure nationale. Donc, c'est un peu un fact-finding stage, si on veut. Par contre, on va passer éventuellement à une discussion sur les solutions, les actions concrètes, les opportunités. Donc, notre processus, c'est vraiment de répertorier nos options, tous les facteurs dont on doit tenir compte dans l'élaboration de cette stratégie. Comment on va tout mettre ça ensemble dans un document. Comment est-ce qu'on va continuer à vous engager, donc la stratégie d'engagement continue, et puis l'image d'un produit ultime qui est à la hauteur de nos attentes, en fait.
on slide 3. So the big question, why do we need? La bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette stratégie? Vous savez tous la raison pour cela. Les producteurs sont passés à travers l'impact des changements climatiques, des facteurs environnementaux depuis ces dernières années. Vous avez été des bons intendants de la Terre, vous avez travaillé sur les enjeux environnementaux, mais vous restez vulnérables au changement climatique. Nous avons vu cela, nous avons vu des vagues de chaleur, nous avons vu aussi des inondations, des sécheresses. Cette année en est un exemple avec des grands impacts sur la production agricole et sur la sécurité alimentaire. Je veux donc tenir compte dans l'élaboration de cette stratégie, les producteurs et aussi la zone rurale de notre pays. On en a parlé ce matin. Il est important donc de travailler de concert, avoir un chemin clair à l'échelle fédérale et impliquer les provinces, les territoires ainsi que toutes les parties prenantes au pays pour maximiser les résultats positifs et pour appuyer le secteur et tenir compte des changements climatiques et de nos priorités. Nous avons un objectif qui est 2030 pour les objectifs, mais jusqu'à 2050. Nous espérons que cela nous amènera à nos actions jusqu'en 2050. Il est important de dire que toute stratégie que nous aurons cette année ne sera pas statique. Ce n'est pas qu'une seule stratégie qui nous amène jusqu'à 2050. Ce serait un processus qui visera à appuyer et les consultations, les modifications au fil dans les années qui viennent. Le 12 décembre 2022, la ministre Bibeau a annoncé le lancement d'une consultation pour lancer cette stratégie. Vous étiez là, plusieurs d'entre vous, je vous remercie. Et c'était une approche fédérale coordonnée avec une optique de durabilité sociale et aussi une optique économique. Les deux piliers sont reflétés. Prochaine diapositive. Déterminants et des défis. J'en ai parlé légèrement, j'en ai parlé un peu dans les diapos précédentes, mais pour nous attarder un peu à ce quoi on fait face, en fait, on sait que le secteur agricole doit constamment s'adapter aux réalités du marché, aux innovations technologiques, aux modifications apportées à la réglementation. Donc, vous faites déjà preuve de beaucoup d'adaptabilité, de flexibilité, et vous êtes toujours un peu à la recherche des nouvelles opportunités, tout en gardant un œil sur les restrictions commerciales. Donc ça, c'est vraiment la base sur laquelle on bâtit. C'est déjà la réalité à laquelle vous faites face à tous les jours. Vous avez aussi apporté des améliorations notables à la santé des sols. Vous faites votre part pour l'environnement depuis plusieurs années, depuis les quelques dernières décennies en fait. Mais nous savons qu'il faut en faire davantage. Les données nous montrent que on n'est pas prêt d'atteindre nos objectifs environnementaux et qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Vous subissez déjà les effets des changements climatiques. Donc, en plus de détails, nous savons qu'il y a un impact sur les récoltes et le bétail et la perte de récolte, la dégradation de santé des sols. Le Canada est en très bonne posture, mais c'est toujours un peu précaire. Il y a une incidence accrue des ravageurs et des maladies, avec les changements climatiques, bien sûr, et un risque accru de perturbation de la chaîne d'approvisionnement comme conséquence. Ensuite, les consommateurs commencent à se préoccuper davantage des questions environnementales et demandent de plus en plus d'actions et de preuves que le secteur travaille dans ce sens. Ensuite, nous devons faire preuve de durabilité face à nos marchés nationaux, mais aussi internationaux. Trade, our considerations are always at the forefront of what we do. Et les considérations du commerce. Quelques lacunes au niveau des données et de la mesure de la performance, et donc nous devons vraiment nous pencher là-dessus. Next slide, please.
Prochaine diapositive. Cela est une de mes diapositives préférées parce que cela nous montre ce avec quoi nous travaillons. Les émissions suite à la réalité de l'agriculture et aussi une explication du système complexe qui est représenté par le secteur agricole par rapport à l'environnement. Voilà aussi une diapositive qu'on aime montrer à d'autres ministères pour le faire expliquer, pour le faire comprendre les défis propres à notre secteur. Un des défis est que beaucoup d'émissions en agriculture viennent de processus biologiques. Ce ne sont pas des actions spécifiques comme c'est le cas dans l'industrie du gaz et des hydrocarbures. Ici, nous avons affaire à des choses qui se font immédiatement pour ce qui est suite à l'élevage et à la culture. Nous avons aussi mentionné cela plusieurs fois. Tout en ciblant des objectifs nationaux et en respectant l'environnement, il nous faut composer avec la compétitivité. Voilà la réalité. D'un point de vue de politique et de programme, il nous faut tenir compte qu'une grande proportion des émissions sont exemptes du système de prix de la pollution carbone. S'il nous faut faire plus de progrès par rapport à ces enjeux environnementaux et de changement climatique, il nous faut compter sur l'action volontaire de nos producteurs. Il s'agit ici de changer le comportement, de mettre sur place de nouvelles procédures qui seront pérennes. Nous avons entendu parler du système No-Till au Canada et pour qu'est-ce que cela nous a pris 20 ans pour mettre cela en réalité. Le semi-direct ou culture sans labour. Et nous avons trouvé des incitatives pour nos producteurs, de nouvelles méthodes et toutes les idées sont les bienvenues. Touche vraiment particulièrement sur les consommateurs et leur opinion, et puis les actions qu'ils comptent prendre. Donc, c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus. Les consommateurs ont la possibilité de boycotter des produits alimentaires, sont vraiment sont intéressés par les emballages et l'utilisation du plastique. Il y a tout un débat en ce moment sur la consommation de viande et si on devrait en consommer moins. Et donc, ce sont le gaspillage alimentaire, évidemment, tient à cœur à beaucoup de Canadiens. Donc, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Les perceptions des consommateurs vont changer avec le temps. Nous, notre objectif, c'est vraiment que les perceptions s'alignent avec les faits. Hein? C'est important de le dire. Slide 7. Donc, pour enlever aux producteurs, ils sont aux avant-postes des changements que nous voulons amener, comprendre l'importance de gérer l'écosystème. La plupart des producteurs auxquels nous parlons sont très informés sur les nutriments, le cycle d'eau. Ils comprennent qu'il faut une intendance environnementale pour préserver les ressources, c'est-à-dire l'eau, le sol, la biodiversité, et pour s'assurer qu'il y ait un succès à long terme de leur ferme. La volonté est là. La question est à savoir comment est-ce qu'on peut aligner nos idées, nos ressources, la vision pour arriver à bon port. 8e diapositive. Pour une agriculture durable cherche vraiment à offrir une approche de coordination. Premièrement, au sein du gouvernement fédéral comme tel, nous l'admettons, nous ne sommes pas toujours les meilleurs à nous coordonner nous-mêmes. Et donc, même au sein du ministère de l'Agriculture, nous tentons avec nos collègues dans les programmes, nos collègues dans les sciences, nous tentons de nous aligner nous-mêmes. Donc, la stratégie va servir à ça. Mais en plus, on veut évidemment que la vision s'étende à la grandeur de notre pays et inclut les provinces et territoires dans les actions. On veut s'appuyer sur les réussites du passé et reconnaître les efforts qui ont déjà été faits.
et les efforts de l'industrie et des producteurs. On veut rassembler sous une même enseigne toutes les mesures nécessaires sur les questions déjà discutées pour avoir une réelle harmonisation. As you well know, the federal... Comme vous savez, le gouvernement fédéral travaille sur toutes les autres stratégies, la stratégie nationale sur l'adaptation. On a la stratégie sur le méthane qui a été adoptée l'année dernière. On a aussi une agence d'eau qui vient d'être récemment créée. Tout cela est sous le leadership d'autres ministères, parmi lesquels Environnement Canada. Nous pensons qu'il y a un vrai besoin, avant tout, d'avoir les intérêts bien présentés dans la stratégie, mais que toutes ces stratégies travaillent ensemble. Cette stratégie a pour but d'harmoniser l'approche du gouvernement et faire en sorte que ce soit cohérent. Prochaine diapositive. On a déjà parlé de ce sur quoi nous rebondissons. Nous avons des programmes forts. Marco en a parlé ce matin. Le gouvernement a investi déjà dans la technologie. Nous avons un département de la science et de la recherche qui est assez robuste. La discussion doit se baser sur tout cela. Nous aurons la présentation de Dr. Boyd bientôt, l'aspect science et recherche, mais il s'agit ici de nous aligner. Prochaine diapositive. Ce sont là les différentes phases du développement de la stratégie. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons un document de référence à notre site web qui, dans le cadre de cette première phase, pour préparer tout le monde à la discussion, nous avons dépassé cette phase. Nous en sommes à la phase de la consultation. Maintenant, nous menons des consultations à travers des ateliers thématiques et régionaux pour pouvoir cogiter certains enjeux et arriver à la base de ce qu'il nous faut aborder dans les résultats, les objectifs, les actions aussi. La phase 3, c'est la solution et la phase 4, c'est la mise en œuvre. Il est important pour moi de vous dire que le gouvernement n'a pas commencé cet exercice avec une stratégie en main. Et il y aura la stratégie, viendra suite à la consultation et suite aux rétroactions. C'est une démarche qui est intellectuellement honnête, si je puis dire cela. C'est un effet dramatique à mon annonce. Voilà l'échéancier ambitieux que nous sommes donnés et nous sommes au milieu des consultations. Tel que j'ai dit, nous allons continuer à développer le travail de politique qui sous-tend la stratégie au printemps et en été. Je sais que ce calendrier est très ambitieux, mais voilà ce dont nous sommes dotés. Nous avons créé un partenariat avec la FCA, un comité consultatif. Je suis content d'être ici avec mon coprésident. Et voilà les membres de ce comité consultatif. Ce comité a pour but de compléter l'effort de consultation et il servira comme représentant du secteur pour continuer l'engagement dans ce cadre. Nous voulions avoir une discussion continue entre nous et avec le comité pour développer la politique et l'utiliser comme source de rétroaction immédiate dans notre travail. Le but, c'était d'avoir des idées et pouvoir nous asseoir avec le comité consultatif plusieurs fois par mois et avoir leur rétroaction. Chaque membre du comité consultatif est encouragé à s'exprimer auprès de leurs propres membres, de leur propre comité, afin que nous ayons un exercice ouvert et transparent. Voilà quelques-unes de nos sessions qui sont planifiées.
J'ai parlé des ateliers. Nous avons complété les ateliers régionaux qui incluent la Colombie-Britannique, l'Alberta et la Saskatchewan. Et nous avons eu des rétroactions assez franches et c'est ce que nous visons. Et il y aurait aussi un atelier en français. Nous avons une série de tables rondes qui sont planifiées. Nous savons que notre ministre sera engagé dans ces tables rondes. Nous vous encourageons à nous faire part de toute autre situation par rapport aux engagements qui devraient être menés. Prochaine diapositive. Ici, nous vous donnons des liens aux documents, à notre sondage et à nos ressources. Je voudrais vous dire que notre portail est ouvert jusqu'à la fin du mois de mars pour vos soumissions écrites et nous en accueillerons de tous des producteurs, des scientifiques et du grand public. Donc, envoyez-nous votre opinion. Sandra pourrait ne pas être contente, mais même quand le portail sera fermé, n'hésitez pas à nous faire part de votre rétroaction. Nous continuerons à les recevoir. Est-ce que ceci met fin à ma diapositive? Merci. Merci de votre temps ce matin. C'est avec plaisir que nous entendrons vos rétroactions. Mais en attendant, je donne la parole à Troy Boyd, mon collègue. Ma collègue plutôt. Thanks. Merci Sophie. Bonjour à tout le monde. Ça me fait grandement plaisir d'être ici ce matin. Et j'ai ici l'opportunité de vous parler de la contribution de la science et de l'innovation à l'agriculture durable. J'aurai une présentation brève pour qu'on puisse avoir une session de questions et de réponses. Comme beaucoup d'entre vous le sauraient, la FCA est le plus grand fournisseur de sciences. Nous sommes dispersés partout au pays avec 20 centres de recherche, parmi lesquels 30 centres satellites d'un bout à l'autre du pays, quelques 300 membres du personnel qui contribuent à la recherche et qui appuient le secteur. Avec nos collaborateurs et nos partenaires, je veux dire des universitaires, des associations, le secteur de la transformation alimentaire, et nous couvrons toute la gamme de la recherche initiale jusqu'à la recherche appliquée. Et en bout de compte, suite à nos activités de recherche, nous avons pu aider de plusieurs manières, telles que montrées ici à la diapositive. Nous avons accru la résilience dans la lutte contre le changement climatique, qui est l'objectif de la discussion aujourd'hui. Nous avons donné préserver la sûreté et la durabilité des cultures, réduire aussi, appuyer l'adoption, préserver la salubrité et la propriété de notre eau en tenant compte des affluents. Et aussi, nous cherchons à réduire le gaspillage des aliments à travers des différents systèmes. Vous en entendrez parler. Nous offrons aussi la sécurité alimentaire dans les communautés du Nord et les communautés autochtones. La prochaine diapositive vous donne des exemples des réussites scientifiques qui viennent de nos activités, et certains d'entre vous en seraient déjà informés. Je vais en souligner quelques-uns. C'est nos chefs de file mondial dans la découverte et la mise au point de matériel génétique de canola résistant aux maladies. Aussi, la diversité des cultures que nous avons élaborées, le soja et aussi des pratiques agricoles sans travail du sol. Et nous avons développé aussi des variétés de technologies et cela a permis aux fermiers d'avoir une intensité de culture tout
en réduisant l'usage des carburants. Nous l'avons déjà fait à l'Ouest, au Canada, au fil des décennies écoulées. Nous avons mené aussi au développement des variétés de blé tolérantes aux moucherons et nous avons fait des recherches pour réduire les gaz à effet de serre et nous avons fait aussi des recherches sur les bovins. Les mesures d'atténuation des gaz à effet de serre a été une priorité pour le ministère et cela a été fait à travers une expertise avancée en sciences. Certaines réussites que nous avons vues, c'est des pratiques de gestion des animaux nuisibles. Et nous avons eu aussi la valeur ajoutée aux pratiques alimentaires et aux produits alimentaires. Nous avons développé un plan stratégique d'AAC pour la science. J'espère que beaucoup d'entre vous en êtes informés suite à notre rétroaction extensive et cela va guider notre prestation de science dans les 10 années à venir. Nous allons l'affiner pour répondre aux besoins du secteur auxquels font face le secteur plutôt. Et nous avons vu les changements dans le secteur. Et avec ces changements, la complexité à résoudre les enjeux. Cela est reflété dans les lettres de mandat des ministres ainsi que les défis ambitieux que nous sommes dotés pour le Canada. Ainsi, le plan stratégie vise l'avenir et veut répondre aux problèmes de base des enjeux auxquels font face le secteur. Le but de ce plan stratégique est d'appuyer les producteurs. C'est une feuille de route vers un système de culture plus résistante et qui peut répondre aux défis d'avenir. Pour ceux d'entre vous qui connaissaient les stratégies des secteurs que nous avions auparavant, nous en avions 9 qui étaient alignés avec les 4 objectifs parmi lesquels la productivité, l'environnement et les menaces. Ici, nous allons l'élargir et il y a 3 éléments clés. Ici, nous avons un survol de ce plan stratégique pour la science. Et les 3 principaux éléments, c'est la science axée sur la mission et c'est un virage par rapport à l'agriculture pérenne, faire levier de la science pour avoir une économie de croissance. Le deuxième pilier met l'accent sur les personnes et les talents. C'est basé sur la création d'une main-d'œuvre qui va appuyer la prestation de ce plan stratégique. Et la troisième, c'est l'excellence organisationnelle. On essaie de mobiliser les compétences. On veut transférer les compétences et les technologies vers le secteur. On met également l'accent sur la réconciliation. On veut établir des hautes normes dans le secteur scientifique. Tout au long de ces 3 aspects, nous avons les 4 missions scientifiques. C'est au cœur du plan stratégique. Ces 4 missions scientifiques vont orienter la science que nous faisons. Ils s'alignent sur les priorités du ministère des Sciences. La première mission, j'espère que vous pouvez voir la diapositive. Tout d'abord, c'est l'atténuation des changements climatiques et adaptation. Le résultat pour cette mission, c'est système de production exempt de carbone, mettre l'accent sur la durabilité alimentaire, particulièrement dans des communautés éloignées. La deuxième mission, c'est le renforcement de la résilience des agro-écosystèmes, réduire la nécessité de pesticides et en se tournant vers des approches plus productives. L'objectif, c'est d'avoir une approche unique qui tient compte des ressources, l'eau, les terres, les plantes et les animaux. La troisième mission, c'est l'avancement de l'économie circulaire en créant des possibilités à valeur ajoutée. On veut réduire
le gaspillage alimentaire sur la ferme et après la ferme. Quatrième mission, c'est l'aspect numérique. Accélération de la transformation numérique du secteur agricole et agroalimentaire. On veut avoir une meilleure intégration des denrées et du bétail. On veut se servir d'outils pour soutenir cette transformation numérique du secteur. On essaie d'avoir une certaine compétitivité à moyen terme et à long terme. Cette approche vise à avoir une certaine flexibilité. On veut les équipes scientifiques d'orienter leurs travaux vers ces missions scientifiques. On va continuer à travailler en étroite collaboration avec différents partenaires partout au pays. On veut également s'assurer que les produits qu'on exporte sont de qualité et durables. Le plan stratégique est une vision qui nous permettra d'aborder différents enjeux en matière de durabilité et de compétitivité. Alors là-dessus, je vais donner la parole à la prochaine conférencière et j'ai très hâte de participer à la séance des questions et des réponses. Should I do this? Bonjour tout le monde. Donc, ceux qui veulent m'entendre et qui ne parlent pas français, je vous invite à mettre votre casque d'écoute. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Je vous invite cette fois-ci, pour terminer la séance, de vous plonger dans une ferme du Québec. L'idée est de vous partager un peu à l'échelle d'une ferme qu'est-ce que peut représenter le bilan carbone. Certains en ont parlé, mais cette fois-ci, je vous partage des résultats de ce qui se passe au Québec actuellement. Donc, pour commencer, le côté anglophone de l'autre côté, vous savez, vous avez bien vu. Donc, qu'est-ce que c'est Agriclimat? Donc, moi, je suis la coordonnatrice du projet. On est une petite équipe qui travaille avec un grand réseau de collaborateurs. L'objectif de notre travail est de lutter efficacement contre les changements climatiques en offrant aux producteurs des outils pour y parvenir. Donc, la première chose, c'est le développement d'un outil diagnostic qui s'utilise à l'échelle de la ferme. Cet outil-là, je vais vous en parler d'une seule section aujourd'hui, celle du bilan carbone, mais il existe tout un autre pan dont on a discuté peut-être plus préalablement aujourd'hui, c'est l'adaptation au changement climatique. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter seulement un des volets qui est le bilan carbone à la ferme. Le deuxième objectif, étant donné que c'est un sujet qui est en grand développement, l'idée d'Agriclimat est de rassembler les connaissances applicables au Québec à l'échelle des fermes et à l'échelle des filières. Donc, pour ce faire, je l'ai mentionné, on a plusieurs collaborateurs, mais le premier collaborateur principal est justement le réseau des fermes pilotes. Je pense qu'il y a un décalage, hein, on dirait. Je ne sais pas comment on peut... Est-ce que je recule ou... Non, c'est ça. Hein? Il est en avance, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Regardez de ce côté-là. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre côté. Est-ce que j'attends un peu? Pouvez-vous revenir à la même diapo? Oui, c'est ça. Donc, là, ils sont en train de présenter les résultats. Regardez pas du côté, côté gauche. OK, c'est bon. Donc, on est au même endroit. On va y aller. OK. On va essayer de se coordonner. Donc, voici les résultats que je vous présente aujourd'hui sont réalisables grâce à un réseau de fermes pilotes. Donc, il y a 38 fermes pilotes qui travaillent avec nous depuis 2021 pour qu'on étudie ensemble à quoi ça peut ressembler un bilan carbone à l'échelle d'une ferme, mais en s'intéressant à un vaste nombre de productions agricoles. Aujourd'hui, je vais seulement vous présenter un seul petit bout qui est les grandes cultures, mais le même exercice a été fait dans la production laitière, bovine, ovine, porcine et petits fruits et légumes. Rapidement, les partenaires d'Agriclimat, ce sont principalement les producteurs par l'entremise de l'UPA avec les 12 fédérations régionales de l'UPA, mais aussi avec Ouranos, ceux qui connaissent Ouranos, le consortium de scientifiques en climatologie,
Mais aussi, au Québec, comme vous le savez probablement, il existe un vaste réseau de conseillers, d'agronomes qui travaillent de manière collective, donc par l'entremise de VIA, Pôle d'expertise en services conseil. Donc, on y va. Qu'est-ce que le bilan carbone? C'est simplement pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, parce qu'aujourd'hui, on a parlé aussi d'empreintes par filière à certains moments de certaines présentations. Donc, ce que je vous présente, c'est quand un producteur va voir son bilan carbone, premièrement, on regarde les émissions qui sont faites à la ferme, c'est-à-dire toutes les activités agricoles, incluant aussi l'utilisation d'intrants, donc l'empreinte GES des intrants qui vont à la ferme, des effets des fois un peu plus loin, c'est-à-dire même la volatilisation des engrais font partie des émissions de gaz à effet de serre à la ferme. Ensuite de ça, on regarde, est-ce que c'est possible à la ferme de séquestrer du carbone par les sols ou par des haies brise-vent qui sont implantées autour des champs? Donc ça, c'est aussi un deuxième poste. Vous voyez qu'il y a un plus ou un moins. On va y revenir un peu plus tard. Dans certains cas, on l'a vu d'ailleurs sur les cartes, dans certains cas, c'est possible de séquestrer. Dans d'autres cas, on est plutôt en mode émission des gaz à effet de serre par l'entremise du carbone des sols. Tout ça pour donner le bilan de gaz à effet de serre qui, à ce moment-là, peut être positif, négatif ou neutre. C'est ce qui est intéressant de se poser comme question. Donc, voici le seul type de ferme qu'on va regarder aujourd'hui. On a un court laps de temps, donc on va s'intéresser seulement aux grandes cultures. Ici, on utilise, pour exemple, une ferme moyenne. Donc, c'est une ferme hypothétique qui a été bâtie par un grand nombre de données qui sont issues du Centre d'études Centre d'études et le nom m'échappe, là, sur les coûts de production en agriculture pour le Québec. Donc, la ferme de grande culture ici présentée a 365 hectares, puis produit principalement du maïs, du soya et d'autres cultures. Elle importe du fumier solide et liquide, puis elle importe évidemment une grande partie de sa fertilisation par les engrais minéraux. Donc, ici, on a la portion simplifié. Je n'ai même pas mis tous les détails, mais quand même, on voit les grands postes d'émissions pour la ferme de grande culture. Donc, 61% des émissions proviennent du sol, c'est-à-dire par l'utilisation des engrais. Donc, c'est principalement ici du protoxyde d'azote dont on parle. Ensuite de ça, 24% provient de la fabrication et de la consommation des énergies. Dans les fermes de grande culture, évidemment, on utilise beaucoup de machinerie, on utilise aussi de l'énergie pour sécher le grain. Donc, c'est pour ça que la proportion est tout de même assez importante. Et puis, le dernier poste étant le coût, l'empreinte des gaz à effet de serre de la fabrication des engrais. On a ramené tout ça à l'échelle de l'hectare, mais tout ça peut aussi se présenter sous forme par kilogramme de protéines, par exemple, ou par kilo de grains, ou peu importe. Là, on utilise, dans le fond, l'unité fonctionnelle la plus utile pour le producteur pour se retrouver. Ensuite de ça, ce qu'on s'est posé comme question, c'est une fois qu'on a notre bilan carbone, notre quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui est indiquée, ce qu'on regarde, c'est aussi de voir est-ce que c'est possible de réduire et de combien. Ici, ce que je vous présente, ce sont des scénarios d'émissions. Puis ça, c'est une approche qui est balisée, qui est normée par la science, c'est-à-dire des scénarios de réduction. Ce n'est pas seulement de faire une action, puis une autre action, puis les additionner. C'est qu'on a choisi des actions et on essaie de voir quel autre effet avait cette action-là sur la ferme pour en tenir compte. Est-ce qu'on a dû modifier certains paramètres? Est-ce qu'on a dû ajouter certains intrants, en retirer d'autres? Donc là, vous avez 3 niveaux de scénario. Le premier scénario étant le scénario actuellement accessible aux producteurs de manière générale. Ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles, c'est des choses qui sont connues. Il s'agit de les mettre en pratique, de trouver comment réussir à le faire à la ferme. Le deuxième niveau, c'est un niveau où on utilise encore des connaissances acceptables, qui sont connues, des connaissances applicables à la ferme, mais pour lesquelles, dans certains cas, c'est préférable d'avoir un peu plus de conseils, d'accompagnement ou qu'il y a un coût supplémentaire pour le producteur aussi. Le troisième niveau, c'est un niveau dans lequel il y a nécessairement besoin de soutien financier pour les mettre en opération. Puis il y a certaines connaissances scientifiques qui ne sont pas abouties. Exemple, le biochar, on connaît un peu cet élément-là. Il y a des données intéressantes qui commencent à sortir, mais il reste que les doses, le coût, les autres co-effets sont moins connus, donc on l'a mis à ce moment-là dans la troisième colonne. Donc, si on comprend bien, il y a un niveau d'augmentation d'efficacité des actions pour en arriver à notre connaissance à nous,
nous étant quand même un vaste nombre de conseillers, de chercheurs qui sont penchés sur les scénarios pour voir si c'est réalisable à la ferme. Donc, on va voir appliquer à la ferme que je vous ai présenté, qu'est-ce que ça peut représenter. Donc, le scénario de référence, c'est celui du bas. Donc, on reprend la même donnée de tout à l'heure, donc c'est-à-dire le scénario de la ferme moyenne hypothétique, qui est à ce moment-ci à 2,62 de tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Donc, c'est notre niveau de base. Ensuite de ça, on va regarder ce qui arrive pour les scénarios 1, 2 et 3. Donc, je les mets tous en rafale parce que, bon, on n'a pas le temps de les regarder en détail, mais on voit tout de même dans la colonne à droite de quelle manière on est capable de progresser dans la réduction des émissions. Encore une fois, on se rappelle que scénarios 1 et 2 concernent quand même des techniques qui sont accessibles aux producteurs, mais le troisième, moins. On est vraiment plus dans du très, très positif, très optimiste, avec un avancement des sciences qui permettrait à ce moment-là d'appliquer toutes les solutions. Je tiens à vous dire que ce même exercice-là, il a été fait en production laitière, bovine, ovine, puis on est sensiblement dans les mêmes ordres de grandeur de réduction des émissions avec des formats de scénarios. Cette ferme-ci, vous le savez, en grande culture, c'est un peu plus simple comme système. Quand on regarde la ferme laitière, par exemple, c'est un système qui est beaucoup plus complexe, mais on arrive quand même à progresser même un peu plus loin dans la réduction des émissions en travaillant de manière très concentrée sur le méthane en particulier. Donc, une fois qu'on a vu ça, on a parlé de carbone. Quand on pense au début de ma diapo, on a regardé les émissions et les scénarios de réduction des émissions. Avant de regarder le bilan final, je veux quand même qu'on prenne ensemble le temps de regarder la carte du Canada et qu'on regarde qu'il y a quand même des différences importantes entre la partie l'ouest canadien et l'est. Donc, au Québec, notre réalité est sensiblement différente de la vôtre pour plusieurs raisons. La première raison étant l'âge des terres. Ça fait moins longtemps qu'on cultive les terres, donc ça, c'est un élément important. Chaque fois qu'on défriche, on relargue beaucoup de gaz à effet de serre, tandis que dans l'Ouest canadien, on est dans une dynamique où il y a eu une dégradation importante de la matière organique. Et là, par le changement de pratique, on peut graduellement séquestrer davantage dans les sols. Donc, ça, c'est quelques-unes des explications. Mais je tiens à le mentionner parce que c'est quand même une réalité très différente entre l'Est et l'Ouest du Canada. Puis pour être plus précise, on fait juste un petit rappel. Je trouve que cette image-là, qui est adaptée de 2 chercheurs québécois, explique bien ce que je viens de nommer, mais de manière plus précise. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on est en équilibre. Quand on a une forêt, il y a beaucoup de matière organique dans le sol, les arbres sont présents, tout ça. Quand on a commencé à faire de l'agriculture, on a dérangé le sol, on a modifié l'usage du territoire, bien souvent pour faire des plantes pérennes, donc des plantes qui ont quand même une bonne stabilité puis qui ont un effet intéressant sur le sol, mais tout de même, on a eu un relargage important de carbone des sols. Ensuite de ça, on arrive à un niveau où on fait des plantes annuelles, donc à ce moment-là, on continue à dégrader les sols de manière quand même assez importante, puis c'est un processus qui est quand même connu, qui est naturel. Dès qu'on bouge quelque chose, ça émet des gaz à effet de serre, ça émet du carbone. Ensuite de ça, on atteint un équilibre. C'est probablement ce qui s'est passé dans les terres utilisées depuis plus longtemps. On arrive à un taux de matière organique qui est plus bas, mais qui est en équilibre. Mais ensuite de ça, pour changer la tendance, il faut à ce moment-là adopter des pratiques qui sont des fois beaucoup plus, avec quand même un changement important de pratique, pour ensuite graduellement remonter la pente et reconstruire le sol en termes de quantité de matière organique. C'est là qu'on fait de la séquestration de carbone, mais il faut s'entendre qu'on ne pourra jamais revenir au taux précédent lorsqu'il y avait des forêts, par exemple. Pour en arriver à un nouvel équilibre qui est un petit peu plus bas que celui il y a longtemps. Donc voilà. Les résultats de nos fermes pilotes, je reviens au début, on avait 38 fermes pilotes. On a fait l'analyse de l'historique des analyses de sol de ces fermes-là. On en a conservé 28 pour les résultats que je vous présente ici, parce que les autres avaient soit un manque en quantité de données ou des données qui étaient trop erronées. Donc, on a conservé 28 fermes qui, elles, avaient suffisamment de données. Donc, sur souvent 25 ans d'analyse de sol, 13 de ces fermes-là perdent du carbone. 6 d'entre elles sont plutôt stables, puis il y en a 8 d'entre elles qui séquestrent du carbone. Puis pour votre information, celles qui séquestrent du carbone sont toutes des fermes qui ont des ruminants, donc qui ont aussi, évidemment, qui émettent du méthane, mais qui séquestrent davantage de carbone par les plantes pérennes, des prairies, pâturages, etc.
Donc, les résultats de nos fermes pilotes sont tout à fait cohérents avec la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, on a quand même majoritairement des pertes de carbone au Québec, malgré des producteurs qui ont des excellentes pratiques, étant donné l'historique de sol, le type de sol, le climat et plusieurs autres facteurs. Donc, une fois qu'on a dit ça, je vous invite à ce qu'on regarde le bilan final. Donc, on met ici à l'écran les émissions. Donc, on a vu tantôt les émissions du début et les 3 scénarios. À ces scénarios-là, je vais ajouter une composante supplémentaire qui est l'ajout de culture de couverture et l'ajout de haies brise-vent graduellement dans le scénario pour qu'on voit jusqu'où, nous, selon nos connaissances, ce qu'on est capable de faire comme scénario idéal et réalisable. Donc ça, c'est le scénario de référence. Donc tout à l'heure, au début, on avait 2,61 tonnes d'équivalent CO2 par hectare en grande culture. À ça, c'est ajouté des émissions de gaz à effet de serre liées au carbone du sol, parce qu'on a compris qu'on était en perte de matière organique dans les grandes cultures. C'est très souvent le scénario principal. Et on a un total de 3,98 tonnes d'équivalent CO2 par hectare. Donc, vous avez compris que notre poste d'émissions qui s'ajoute aux émissions sont les émissions de carbone des sols. Donc, maintenant, par contre, si on change les pratiques, donc on a vu le scénario 1, on réussissait à réduire les émissions. Puis là, ici, on a ajouté des cultures de couverture. Mais dans le scénario 1, on n'a pas encore planté d'arbres. On a juste amélioré des pratiques. Là, on se retrouve avec 25 de réduction du bilan total de la ferme. Le scénario 2, on se souvient qu'il est quand même aussi réalisable, selon nous, mais avec un soutien financier du conseil un peu plus spécialisé. Mais on peut se rendre à ce moment-là à 2,68 de tonnes équivalent CO2 à l'hectare pour une réduction quand même de 33 par rapport au scénario de référence. Puis le dernier, selon nous, qui n'est pas actuellement réalisable, mais qui pourrait le devenir dans un horizon de, disons, une dizaine d'années, quinzaine d'années, selon, bien, ce serait d'en arriver à 50 maximum de réduction des émissions pour une ferme moyenne de grande culture. Mais ça, ce résultat-là, il faut savoir que c'est fait sur une ferme hypothétique, qui est une méta-analyse de données compilées. Puis la grosse différence, c'est l'importance de le faire à l'échelle de chacune des fermes, parce que chaque ferme a des manières différentes aussi d'agir, puis ils vont choisir d'aller plus loin dans un domaine de réduction, de travailler différemment. Donc, il faut comprendre ici que c'est quand même des grandes tendances et ce n'est pas une seule ferme. On le fait pour certaines fermes qui se sont prêtées au jeu et on est quand même dans des ordres de grandeur similaires à ça. Donc, pour terminer, en fait, on veut juste vous partager nos constats. C'est que les fermes, de manière générale, émettent des gaz à effet de serre. Étant donné les productions différentes, c'est certain qu'un producteur de canneberge ou de bleuets sauvages n'a pas du tout la même empreinte qu'un producteur de grande culture ou de bovins ou de porcs. Mais il reste que généralement, on en émet, puis c'est normal de le faire. On a une activité anthropique. Ensuite de ça, on est conscient que c'est possible de réduire. C'est possible de réduire de différentes manières, en améliorant les connaissances, mais en connaissant aussi les coûts associés à ces changements-là de pratique ou à ces investissements-là qui sont supplémentaires pour le producteur. Puis aussi de former des conseillers qui sont en mesure d'accompagner les producteurs dans ces changements-là. C'est un grand besoin. Puis, évidemment, la collaboration entre autant producteurs, chercheurs que conseillers, d'après nous, la clé pour réussir à ce qu'on puisse aller vers peut-être davantage bas carbone, des produits bas carbone, c'est peut-être quelque chose qui est un terme qui colle, selon nous, un peu plus à la réalité de ce qu'on a actuellement comme connaissance. Donc, voilà, je vous remercie. Puis, je vais juste mentionner qu'on a aussi un financement du ministère de l'Environnement du Québec pour ces projets-là, mais aussi d'Agriculture Canada par, justement, le programme qui a été présenté tout à l'heure. Donc, il nous permet d'avoir 100 nouvelles fermes avec lesquelles on fait un diagnostic complet de leur entreprise. Merci. Okay, thank you to all of our panelists today. I think this was a really good sort of flow to inform the discussion we're going to have in front of us now. So as I said at the outset, you know, we at CFA are very pleased to partner in co-chairing the advisory committee to inform the sustainable ag strategy. But really it is
incumbent upon us as a sector to engage and provide information. So really now is a great time for anyone in the audience. If you have questions for the panelists, please come up to a mic. If you have feedback with respect to, I think, a few different areas I'd just highlight. One, I think one of the things we just heard about is the practicalities involved in achieving some of the outcomes that may be identified under the Sustained Ag strategy around whether it's carbon sequestration, net zero agriculture, other emissions reduction targets. Also the importance of data, and I think that's a theme that comes up time and again at the advisory committee and in many of the other engagement sessions as well, is what do we know, what don't we know, and where do we need to advance science and advance collection of data to better inform gaps that may exist. And then the last being, and I think this is a great opportunity to hear from you as farmers on the ground across the country, what do you see as the priority areas for your regions, for your farm that can really make an impactful difference, and what are the opportunities and constraints that inform that? So I don't want to take any more time up front here on the mic. Are there any questions or comments from the floor? Linda. And just please introduce yourself and your organization when you speak as well. Hi, my name is Linda Nicol. I'm the Executive Director of Manitoba Association of Watersheds. I want to thank you all for your presentations. It was very informative. Sophie, I was wondering specifically if you could expand a bit on the integration of the Sustainable Agricultural Strategy and the Canadian Water Strategy and how you see those working together. I feel like that was probably a pretty transparent question coming from a watersheds gal, but and also specifically in Manitoba anyway, and I believe in other provinces as well, there has been or is ongoing the development of provincial water strategies, and I'm curious how you see all of those various strategies integrating together so that it's efficient for end users such as agricultural producers. Yes, thank you. As soon as you said who you were, I knew where this was going. So. Very predictable. Yeah, so the creation of the Canada Water Agency has been a long time in the making. I think this was an ambition that was expressed a few years ago, and then I think we finally come to a little bit more sort of an understanding of what's about to occur. It will be led by ECCC, I believe. The Water Agency will continue to report to the Minister of the Environment. And so that minister will be responsible for the integration of all things water. AFC. L'AFCA travaille avec le ministère de l'Environnement et du Changement climatique. Nous avons quelques préoccupations. Cependant, nous avons quelques préoccupations. On ne veut pas que la conversation relative à l'eau n'est pas prise en compte par différents ministères. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une belle intégration des différents partenaires au sein de la FCA pour pouvoir atteindre nos objectifs. On ne veut pas se retrouver avec une intégration théorique et pas avoir une intégration pratique. En ce qui concerne la coopération avec différentes provinces, c'est à elles de faire ce travail de coopération. L'agence hydrique, c'est une agence fédérale. Ils doivent se concentrer sur des bassins hydrographiques qui traversent des frontières provinciales. Donc, ils vont se concentrer sur 10 bassins hydrographiques au pays, mais les composantes de ces bassins se trouvent au sein des différentes provinces. Et donc, les provinces ont des différentes considérations à prendre en ligne de compte lorsqu'ils travaillent avec ces bassins hydrographiques. C'est la raison pour laquelle il faut travailler ensemble. Il faut que notre ministère soit à la table, mais il faut que chacun d'entre vous pourrait faire pression sur cette agence. Et comme vous le savez, nous sommes là pour vous appuyer. Merci Sophie. Il y a une autre question. C'est à vous de la poser. Présentez-vous, présentez votre organisation s'il vous plaît. Je m'appelle Phil Paxton. Je viens de l'Alberta. Je représente une organisation, l'Alliance canadienne de l'horticulture. Dans les tableaux qu'on a vus, ce qui était impressionnant, c'était combien des forêts sont des sous-produits de l'horticulture. Il me semble que parfois,
il est difficile d'attirer l'attention des ministères. Les flèches allaient vers le haut, mais ensuite, on a vu des tableaux où les flèches allaient vers le bas. Moi, je suis un producteur et parfois, on a du mal à faire passer notre message. Et ça dit dans les ceintures de couverture, c'est une ressource très importante. Parfois, il est difficile d'avoir une bonne coopération. Je ne sais pas si vous pouvez commenter là-dessus. Comme ça va me permettre de comprendre pourquoi parfois c'est difficile de faire passer le message. Peut-être je peux essayer de répondre à cette question. Par rapport aux arbres, notre service scientifique a trouvé que l'ajout d'arbres est probablement la façon la plus efficace qui existe en matière de pratiques exemplaires. Donc l'ajout d'arbres, c'est probablement dans nos 3 meilleures pratiques exemplaires pour les producteurs. La question se pose, qu'avons-nous besoin pour convaincre les producteurs à mettre en œuvre cette pratique exemplaire, l'ajout d'arbres? C'est quelque chose qu'on aborde au travers du SCAP, le programme WELD, par rapport à l'ajout d'arbres et le rôle qu'ils peuvent jouer, mais peut-être il y a d'autres solutions qu'on pourrait examiner. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque au-delà d'incitatifs financiers pour amener les producteurs à se servir de solutions très faciles et très efficaces? Et ensuite, il y a la question et le gouvernement fédéral et ses différents ministères, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quel rôle peuvent-ils jouer? Le ministère des Ressources naturelles en différents programmes. Comment l'agriculture peut travailler avec ce ministère pour avoir une certaine cohérence? Je ne sais pas si quelqu'un aimerait ajouter à cela. Oui, alors nous avons fait de la recherche très poussée sur tout cela. Nous continuons à le faire. Les labos vivants, c'est un programme qui fournit aussi l'opportunité d'aller sur le terrain et de mettre certaines de ces pratiques en œuvre à la ferme, pas seulement dans nos installations de recherche. Et j'aimerais en savoir plus de votre part sur la façon d'en arriver à une plus grande adoption, plus grande participation suite à toutes ces activités. Si vous avez des commentaires là-dessus, ce serait fort apprécié. Parce qu'avec ces connaissances que nous avons, c'est important que ce soit bien adopté et qu'on fasse le transfert des connaissances pour l'adoption dans le secteur. Merci. L'Union des producteurs agricoles. C'est très intéressant, Mme Beecher, par rapport à votre travail là, au sein d'AAC de coordination là, avec les différents partenaires. Vous l'avez dit, l'agriculture, les producteurs, on est en première ligne pour la lutte au changement climatique. Et ce que vous avez mentionné également, c'est que c'est une opportunité aussi pour avoir de la valeur ajoutée sur nos filières. On voit beaucoup là, d'actions qui se passent par rapport au marché du carbone, ces marchés-là, toutes ces actions-là pourraient profiter à d'autres industries, là, de la grande industrie, le pétrole, les cimenteries. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous avez une stratégie là, justement à ce que les secteurs là, où ils portent des actions profitent de ces gains-là pour leur bilan là, de filière? Oui, on considère que nos consultations portant sur la stratégie, c'est le moment exact de prendre le temps de faire ces représentations au gouvernement. Comme vous le savez, ces dossiers-là sont sous la juridiction du ministère de l'Environnement. Et donc, eux, la manière qu'ils mettent un ordre de priorité dans les marchés de carbone ou les protocoles qui sont développés dépend vraiment de la demande, de où on est rendu, justement, dans les données et la mesure, parce que ça, c'est essentiel. Puis aussi,
par rapport à l'importance relative de d'autres protocoles pour les autres secteurs, par exemple. Et donc, nous, je crois que c'est juste de dire, je regarde mes collègues à l'arrière de la salle, là, que ça fait plusieurs années qu'on leur parle de ça, puis qu'on leur dit comment est-ce qu'on peut rehausser le profil du secteur agricole dans l'ordre des priorités du ministère de l'Environnement. Pour ça, je crois qu'on a une opportunité de leur offrir cette clarté-là. Entre autres, le ministère de l'Environnement est un membre actif de notre comité, notre advisory committee. Il est à la table et donc il est à l'écoute et le ministère de l'Environnement est très au courant qu'ils vont devoir participer à l'élaboration des actions et solutions qui accompagnent notre stratégie. Donc, on a un moment vraiment clé en ce moment, peut-être pour changer un peu l'orientation de notre programmation et de nos politiques au gouvernement fédéral pour s'enligner, comme je l'ai dit, là, sous le chapeau de la stratégie. Bon, bien, merci beaucoup. On va suivre de près là, les consultations qu'on a vues ce matin. Merci. Thank you. Tyler? Merci, Tyler. Bonjour, Tyler Foxon de la Canadian Cattle Association. La dernière présentation m'a semblé extrêmement intéressante parce que je n'ai pas vu beaucoup de ces résultats d'émissions à des fermes, des estimations indépendantes de ces émissions. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas beaucoup vu ça. Alors, ma question, c'est un commentaire, un peu une question. On ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Et un outil essentiel serait d'avoir accès à cette information pour notre ferme spécifiquement, quelle est notre empreinte de carbone et à partir de là, on pourra poser des choix éclairés quant aux solutions qui s'appliqueraient pour notre ferme à nous. Alors ma question, dans quelle mesure est-ce que ça va jouer un rôle ou bien dans quelle mesure est-ce que, comment dire, est-ce que ça va être un service offert pour nous aider à atteindre ces objectifs de durabilité? Qui veut répondre? Vous avez des commentaires? Merci pour votre question. Ce que vous avez mentionné comme commentaire, c'est exactement le souhait qu'on a du fait qu'on a actuellement mis en commun des connaissances indépendantes, une forme indépendante. C'est ce qui nous permet de partager les connaissances et de développer un outil qui soit le plus en plus accessible aux producteurs. La seule nuance, c'est qu'avec l'exercice qu'on a fait, on s'est rendu compte que pour l'utiliser, le duo conseiller et producteur est peut-être le meilleur match. Parce que ça demande quand même un certain nombre de données. Il faut quand même avoir à l'échelle de l'année toutes les données qui sont au niveau de la production, l'alimentation, le détail des rations, si on est capable d'aller le plus loin possible. Ensuite de ça, tous les intrants et toutes les énergies. Donc, c'est simplement de rassembler tout ça et l'utiliser dans un calculateur. On a décidé, nous, volontairement, de développer un nouveau calculateur parce que, justement, actuellement, il n'y avait rien qui nous semblait accessible pour un usage accéléré et comment je dirais, accessible aux conseillers ou producteurs. Tantôt, on a vu des résultats de OLOS. OLOS, c'est très intéressant, mais c'est un outil qui est quand même développé un peu plus pour la recherche et qui demande un grand nombre de données. Ce qu'on a fait, c'est une étude de sensibilité des données pour en arriver à produire un calculateur qui utilise un minimum de données de la ferme pour un maximum de précision. Donc, c'est pour ça que les résultats nous permettent aussi d'aller voir comment réduire. T'sais, non seulement, ce qui est important pour nous, c'était de mieux documenter chaque poste d'émission avec les données de la ferme, mais aussi de voir est-ce qu'on est capable ou pas d'agir sur tout ça. Fait que l'objectif qu'on s'est donné, c'est qu'on a dans notre plan de travail, le développement d'une plateforme informatisée, notamment grâce à du financement d'Agriculture Canada, pour le rendre disponible à partir de 2025. Donc, on a le souhait de l'opérationnaliser comme ça, mais il faut dire qu'il est développé pour le Québec parce que, comme j'ai mentionné tantôt, et c'est comme ça dans tous les endroits du monde, il y a des recherches appliquées au Québec, notamment d'Agriculture Canada, de l'Université Laval, qui sont extrêmement intéressantes et précises, dont on a tenu compte dans le calculateur. Donc, idéalement, dans un monde idéal, ce type de matériel-là, de calculateur-là, pourrait
être dupliqué et fait ailleurs au Canada. C'est très possible. Ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement complexe. C'est possible. Ça demande beaucoup de temps, plutôt à l'échelle de chacune des provinces, de rassembler les connaissances et les intégrer dans un calculateur avec la collaboration de plusieurs chercheurs. Mais c'est possible. On a réussi à le faire. Puis aussi, il est en amélioration continue. La recherche évolue tout le temps. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un continuum d'amélioration. Mais on pourra regarder, si vous voulez voir les résultats pour les fermes bovines qu'on a au Québec. On peut partager toutes ces informations-là aussi. Là. Merci. Okay, thank you. Are there any other... Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Je vous encourage. Il y avait ce commentaire, la question de Tyler. Si vous entendez parler d'outils qui pourraient sembler très importants pour éclairer la stratégie d'agriculture durable, assurez-vous que ça fasse partie de vos commentaires sur le processus. Devin, puis Sam. Devin Walker de APAS. Alors, j'ai deux questions. D'abord, j'ai beaucoup aimé cette infographie qui montrait le pourcentage de réduction atteignable avec certains modèles. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Pour revenir à ce que nous a dit Tyler, c'est très encourageant de voir qu'on est tourné vers l'avenir, vers ce qui est des résultats tangibles. Et puis, vous avez aussi parlé de l'aspect intangible, des inconnus de certaines adoptions. Ça aussi, ça m'a plu. Mais j'aimerais vous poser des questions maintenant sur la fabrication d'engrais minéraux. Pourquoi est-ce que c'est inclus, puisque la plupart des producteurs n'ont pas vraiment de contrôle sur la production de ces engrais minéraux? Ce sont des produits qu'on achète, qu'on choisit de consommer ou pas, mais j'ai observé que cet aspect de la manufacture changeait selon les modèles et la taille de la ferme. Donc, j'avais une question là-dessus. Et deuxième, vous avez dit que ça, c'était une stratégie qui va commencer. Enfin, la stratégie vient après l'étape initiale, mais si on regarde sur le plan régional, provincial, régionaliser les vérifications et les aspects pratiques qui existent déjà, comme par exemple l'assurance récolte SASC, ou bien vérifier quelles sont les superficies qui ont des arbres qui sont exploités, puis est-ce que ce pourrait être une possibilité de se servir de ce genre de choses une fois que c'est mis en œuvre? Ça pourrait être un outil de vérification. On a certaines superficies, des zones qui deviennent des zones de verdure qui ne seront pas ensemencées, par exemple. Est-ce que ça pourrait être des cases à cocher? Est-ce qu'on pourrait servir de véhicules existants pour aller de l'avant? Donc, c'est deux questions qui s'adressent à vous deux, s'il vous plaît. Merci. Qui voudrait démarrer? Sarah, je pense que la première question s'adressait plus à vous, si vous voulez bien. Merci, pas de question. La raison, je reviens sur le poste d'émission sur la fabrication des engrais, c'est ça? Donc, oui. Donc, pour cette réponse-là, c'est tout simplement que ça fait partie du GIG Protocol, puis ça fait partie des recommandations du GIEC, la dernière version de 2020. C'est des standards qui sont applicables en agriculture. Donc, c'est comme ça. Donc, mais c'est différent de justement quand on parle de l'inventaire québécois ou l'inventaire canadien, qui, lui, ne tient pas compte de l'importation de produits. Quand on le fait un bilan à l'échelle d'une ferme, c'est standardisé. On doit tenir compte de ce qui rentre à la ferme et de l'impact de la fabrication de ces éléments-là. Donc, même les énergies, en plus d'être utilisées à la ferme, portent aussi une empreinte pour la production de ces énergies-là. Donc, c'est tout simplement standardisé. Donc, mais pour l'autre bout de la question, je pense que c'était plus pour toi. OK. Mais pour la première question, je pense qu'en fait, ça peut faire l'objet de débats. Vous pourriez dire la fabrication d'engrais, ça a une incidence sur l'empreinte à la ferme. Bon, d'accord, il n'y a pas de contrôle là-dessus, mais je pense que les consultations sur l'agriculture durable, c'est une bonne opportunité de tenir un débat là-dessus. Est-ce qu'on veut examiner différentes solutions qui ont trait à la fabrication d'engrais? Mais il faut faire attention parce que si on joue un peu trop les coups de levée, il pourrait y avoir des conséquences pour les producteurs, on le sait.
et ça pourrait limiter nos sources ou la quantité disponible d'engrais. C'est jamais une conversation simple. Si vous allez essayer d'agir de ce bord-là, ça pourrait avoir des conséquences inattendues de l'autre bord, au niveau de la production, au niveau des chaînes d'approvisionnement, de la disponibilité même du produit. Donc, on est prêt à tenir cette conversation difficile. Voilà un peu ce que je dis. Et l'autre partie de la question, je pense qu'on a peut-être brûlé quelques étapes. Si je réponds cette question, en fait, je brûle des étapes, je pense. Donc, je vais éviter de le faire, mais ça revient à la question de savoir, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il y aurait un appétit à envisager ce genre de choses? Quels seraient les échéanciers opportuns pour en arriver là? En ce moment, pour les consultations pour la stratégie d'agriculture durable, on essaie simplement d'identifier pour l'instant les pratiques envisageables à adopter, comment faire en sorte que plus d'agriculteurs les adoptent, où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact pour l'argent investi et sachant que l'argent des programmes de la recherche et ainsi de suite sont limités, il y a quand même des lacunes à combler. Il faut commencer à limiter la hausse des émissions. Il y a déjà beaucoup à faire juste pour arrêter d'augmenter ces émissions. Alors, comment coordonner nos actions pour au moins accomplir cela? Voilà la première question à se poser. Merci. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais on commence à avoir des problème de délai, il va falloir vider la salle pour la sécurité. Donc ça, vous allez avoir la question de la fin. Je vous encourage à poser une question très brève et je vous encourage tous, après tout ceci, à emporter toutes vos affaires avec vous. Vous quittez la salle et il faudra patienter 20 minutes avant de pouvoir revenir ici pour dîner. Alors, Stan, vous avez le mot de la fin. Et n'oubliez pas que les participantes qui sont sur scène en ce moment seront là pour le restant de la journée. Vous pourrez leur poser des questions, comme bon vous semble. D'accord, je vais essayer de me limiter à 1 minute et demie. Alors, d'abord, quelques déclarations, quelques petites choses que je tenais à dire. D'abord, Scott, au début de cette conversation, vous avez dit la durabilité. Comment est-ce que vous avez appelé ça? La triple rentabilité. Quand on parle de durabilité, c'est critique qu'on examine ces 3 aspects de durabilité. Et puis, dans le plan stratégique, le gouvernement n'avait pas un plan stratégique dès le départ. Il cherchait la collaboration. Et si je pense à 2030, là, moi, ça me préoccupe. Il y a beaucoup à accomplir en l'espace de 7 ans. Donald Lille, le principal, a parlé de la méthodologie pour mesurer le carbone. Et on n'a rien pour faire ça en ce moment. Ça me préoccupe quand on songe à l'avenir, qu'on songe à créer des politiques pour la séquestration de carbone. Si on n'a pas de bonne méthodologie de gestion, ça me préoccupe. Et quand il s'agit de collaboration, moi, j'aimerais qu'on puisse dire qu'est-ce qu'on mesure pour savoir où on en est, pour pouvoir créer les bons programmes. Alors, je pense que nous devons peut-être un petit peu ralentir le rythme. Les producteurs sont occupés constamment à essayer d'accomplir la tâche et là, ils sont malmenés de tous bords et appelés à agir de tous bords, tous côtés. Bon, je vais prendre la prérogative de la présidence. Je suis là aux consultations et ce que vous dites, ça n'est pas la première fois qu'on l'entend, je dois le dire. Nous devons savoir que nous avons les bonnes données, que nous pouvons mesurer les choses et que nous agissons d'une façon qui est fondée sur les données probantes. C'est certain que les données sont la source même de toute cette conversation. Nous comprenons tous que les échéanciers sont très ambitieux, que c'est préoccupant. Mais tout ce que je peux dire, c'est que vos commentaires sont importants. Je vous invite à le dire clairement dans vos soumissions et Sophie pourra en attester. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce message. Alors, parce que nous voulons que les choses avancent, on va devoir s'arrêter là. Mais il y a une autre chose que je veux mentionner. N'oubliez pas d'emmener vos récepteurs avec vous. On s'est fait demander d'enlever tous les récepteurs. Non, de les laisser. Laissez les récepteurs. Pardon, Catherine, venez à l'avant pour vous expliquer, s'il vous plaît. Je ne veux pas fausser le message. Donc, une petite formalité. Mais avant ça, merci à nos panélistes. Désolée que ce soit un petit peu pressé à la fin comme ça.